Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 octobre 2024 et nous sommes en rendez-vous avec Grand Angle. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous pencher sur l'actualité nationale en rappelant que le Congo traverse présentement une situation économico-sociale extrêmement difficile. Il y a des grèves partout. Il y a des contestations parce que les travailleurs ne sont pas payés. Les Congolais sont plongés véritablement dans la misère et dans la souffrance. Et aujourd'hui, ils en vivent. Mais ils réfléchissent beaucoup parce qu'ils se rappellent des débats que nous avons eu lieu à l'occasion du changement de constitution, où on nous avait promis beaucoup de choses, ciel et terre. On nous avait même promis qu'en 2025, à l'horizon 2025, le Congo deviendrait un pays émergent. C'est pour ça que nous sommes extrêmement préoccupés. Pour illustrer cela, nous tenons à porter à votre connaissance, et je crois que certains d'entre vous le savent, que les responsables des syndicats des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires ont annoncé le 15 octobre qu'ils vont tenir le mardi 29 octobre à 10 heures une assemblée générale. Et ils ont invité tous les pensionnés de la greffe à y assister. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de rappeler la situation des retraités du Congo. Ils sont pratiquement à 42 mois d'arriérés de pension. 11 ans sans pension, sans allocation et même sans des frais de fin de carrière. Une situation invivable. Pour les retraités de la mairie qui n'en peuvent plus, l'heure est au ras-le-bol. Les retraités de la mairie de Brazzaville sont en colère. Les cotisations de toute une décennie pourtant prélevées n'ont jamais été reversées à la CNSS. Honnêtement, dont nous parlons, nous sommes tous morts. Donc personne ne peut nous influencer sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Nous réclamons notre pension parce que dès le premier mois qu'on a commencé à nous payer, on a prélevé dans nos bulletins les cotisations au niveau cotisation sociale. Donc c'est ça. Et nous on a terminé, il faut qu'on nous paie nos pensions. C'est ça tout ce que nous cherchons. Maintenant si la mairie ou bien l'État n'arrive pas à verser de l'argent au niveau de la CNSS, ça ne nous regarde pas. Dans ce collectif, une retraitée qui souffre de tension, mais pour arriver à cette grogne, elle a dû marcher à pied de Kisundi jusqu'au centre-ville. Ma tension est passée à 18. J'ai passé la fête de Noël enfermée dans la maison. Pour arriver ici, j'ai marché avec Kisundi jusqu'à la mairie. Que les autorités pensent au moins à payer ma fin de carrière. Cette femme, comme les autres, tente de braver le poids de l'âge et même des maladies, justement pour faire entendre leur voix. Devenus des mendiants, il y a beaucoup de décès, il y a des divorces dans la famille, l'électricité, on a coupé, l'eau, on n'a pas d'eau, donc il faut payer les factures, on n'arrive plus. Il faut se rapprocher du cabinet du maire. Ici, pas de répondant. L'autorité municipale est en réunion, nous lâche un agent. Ces retraités de la mairie de Brazzaville attendent que leur dossier soit acheminé à la CNSS. Pendant ce temps, ils risquent, comme toutes les années, de passer la fête de Nouvel An dans une situation de vache maigre. Ils ont des arrérages. Pour la plupart d'entre eux, leur point d'indice n'a pas été harmonisé à 300, ce qui fait qu'ils touchent aujourd'hui, depuis 2017, la moitié de ce qu'ils devraient toucher. Et il n'y a pas eu les différentiels depuis 2014, puisque la loi dit que lorsqu'il y a l'évolution de ce point de vue, il faut que cela soit suivi également au niveau de la pension et au niveau de la rente. Donc nous sommes dans cette situation et nous tenons à rappeler aux retraités, nous tenons à rappeler au gouvernement que la loi est claire, notamment dans son article 27, qui garantit la liberté de manifestation. Je le dis parce que nous avons été tous bouleversés et choqués de suivre les images de ces travailleurs du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan, qui ont pratiquement été maltraités dans un pays où la Constitution
reconnaît à la fois et le droit de grève et la liberté syndicale. Mais en deuxième point, nous pouvons rappeler, toujours en liaison avec cette même situation de crise, que les Congolais ont suivi la quinzaine du gouvernement le 9 octobre dernier, après le Conseil des ministres du 7 octobre, qui s'est penché sur les aspects budgétaires. Et au cours de cette quinzaine, lorsque la question a été posée au ministre congolais de la Communication sur la réduction du train de vie de l'État, il a dit aux journalistes que les gouvernants s'y étaient penchés et qu'ils laissaient aux voix plus autorisées, notamment la primature et la présence annoncée. Mais quand il y a eu le Conseil des ministres du vendredi 11, les Congolais ont pensé que ce Conseil des ministres devait être axé vers les mesures de réduction du train de vie de l'État parce que nous y attendons et nous devions avancer. Malheureusement, ils ont été fortement déçus. Et c'est ces jours-ci qu'ils ont découvert une note circulaire signée par Anatole Koliné-Makosso, le Premier ministre, suspendant soi-disant les missions à l'étranger pour les membres du gouvernement, à l'exception de celle du président de la République. Congo, les missions à l'étranger suspendues jusqu'en 2025. C'est une décision du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, communiquée aux concernés par son Premier ministre. Plus de missions à l'étranger jusqu'en 2025. Le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Koliné-Makosso, a diffusé une circulaire importante le 14 octobre 2024, visant à réduire les dépenses de l'État. Le document en question annonce des mesures strictes concernant les déplacements à l'étranger des membres du gouvernement et des fonctionnaires. Selon la circulaire, les missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et autres agents de l'État, financés par le budget général de l'État, sont suspendues jusqu'à la fin de l'année 2024, à l'exception de celles impliquant le président de la République, chef de l'État. Cette décision, prise conformément aux très hautes instructions du président Denis Sassou Nguesso en Conseil des ministres, témoigne de la volonté du gouvernement de contrôler ses dépenses dans un contexte économique difficile. Le Premier ministre souligne également que les participations en visioconférence seront privilégiées, encourageant ainsi l'utilisation des technologies modernes pour maintenir les engagements internationaux tout en limitant les coûts. Le Premier ministre dit attaché du prix au strict respect de la présente circulaire. Curieusement, on n'évalue même pas le coût. On ne dit même pas ce que ça représente. Mais nous pouvons dire franchement qu'il ne s'agit pas de réduction de train de vie de l'État. Je tiens à rappeler au gouvernement congolais que lorsqu'on essaye de prendre un certain nombre d'informations sur les conditions de rémunération des ministres congolais, et lorsqu'on compare aux conditions de rémunération des ministres du Burkina Faso, on peut dire qu'au Congo, en un an, il faut pratiquement 5 milliards 424 millions pour payer l'ensemble du gouvernement, alors qu'au Burkina Faso, il faut autour de 290 millions de francs. Est-ce que la notion de réduction de train de vie de l'État devrait poser des problèmes à ce niveau? Ça veut dire que si on prend ces chiffres et si on les réduit même du tiers, je pense que les gens devraient être dans des bonnes conditions de travail. Maintenant, le troisième aspect que je vais aborder, ça concerne une question qui m'a été posée. Et j'ai eu du mal, j'avoue que d'entrée de jeu, je me suis moi-même posé la question. Beaucoup de Congolais m'ont posé la question. Pourquoi au Congo on ne parle de grève qu'à l'université Marien Ngouabi et on ne parle pas de grève à l'université Denis Sassou Nguesso? J'ai cru comprendre que si on ne parle pas de grève à l'université Denis Sassou Nguesso, c'est qu'évidemment, les travailleurs sont payés en temps réel, c'est-à-dire de façon concomitante avec les fonctionnaires, et que les heures de vacation sont, semble-t-il, calculées chaque fin du mois et payées à chaque vacataire. Est-ce que cette situation de 2 poids 2 mesures est acceptable? Maintenant que nous sommes dans ces conditions, je crois que nous devions soutenir, surtout que l'université Marien Ngouabi est notre plus ancienne université. Après ces commentaires d'entrée de jeu, je dis qu'aujourd'hui, nous voulons, au regard du contexte qui se présente, essayer de développer une thématique sur le Congo qui est un pays bloqué. Le Congo est un pays bloqué. Il n'est pas bloqué seulement au plan de la dette, il n'est pas bloqué seulement au plan économique et financier ou au plan social. Il est bloqué à plusieurs niveaux. C'est pour ça d'ailleurs que depuis plus de 10 ans, les Congolais disent clairement que le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle
Elle est politique, elle est économique et financière, elle est sanitaire, elle est morale, elle est culturelle, elle est sécuritaire. Elle est vraiment multidimensionnelle. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder quelques axes de cette situation qui font apparaître que le Congo est véritablement un pays bloqué. Il y a un axe sur lequel je reviendrai. Je reviens souvent et je reviendrai toujours. C'est celui du respect des lois et règlements de la République. Et cet axe est extrêmement important. Pourquoi? Mais parce que les gouvernants aiment à dire que la démocratie marche bien au Congo. Et lorsqu'on consulte l'indice de démocratie du Congo, il est de 2,79% sur 10. Et le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et sur ce terrain, on ne devrait véritablement pas avoir de discussion. Maintenant, on peut également rappeler un certain nombre de déclarations qui vont montrer, qui vont faire la démonstration qu'au Congo, nous n'avons pas toujours eu tous les éléments pour apprécier correctement la situation. La première déclaration que nous rappelons et que vous connaissez, elle est du président Laurent Gbagbo, qui dit que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. Et ce qu'il dit par la suite est important. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. C'est pour ça qu'immédiatement après, nous rappelons la déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso en novembre 1992, lorsqu'il dit « Jamais, jamais, je n'accepterai que la Constitution ne soit violée. » Que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et pourtant, dans les faits, on constate que la Constitution a été régulièrement violée par les gouvernants. Et on n'a pas eu, dans ce pays, la mobilisation des démocrates pour s'élever et défendre la Constitution. La troisième déclaration est cette fois-ci du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, dans son message sur l'état de la nation en 2020, lorsqu'il dit que les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnel. Ce qui est une volonté ferme de défendre la Constitution, de la respecter, surtout que conformément à l'article 77 de la Constitution, il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Mais dans la réalité que vivons-nous, si nous prenons déjà la déclaration du président Gbagbo, et si nous nous référons à la réalité, ben, nous constatons qu'il y a un paradoxe au Congo entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et l'illustration la plus frappante est donnée par le fait que le Parti congolais du travail, parti au pouvoir depuis de nombreuses années, n'est pas en conformité avec la loi. Et ça ne préoccupe pas ni les gouvernants, ni les acteurs politiques. Et c'est très, très important parce que au-delà de ça, au-delà d'un certain nombre d'aspects qu'on peut développer, on ne peut pas ne pas considérer la Constitution comme un document, un élément extrêmement sacré qui s'impose à tout le monde et qui devrait nous permettre d'avancer. Maintenant, quand on revient toujours à cette affaire du PCT, parce que ça donne souvent lieu à beaucoup de débats, pourquoi nous disons que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi? La première chose que nous tenons à rappeler, il y a dans la Constitution congolaise, que ce soit celle du 20 janvier 2002, que ce soit celle du 25 octobre 2015, une disposition qui dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi.
Figurez-vous que depuis 2002, je dis bien depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et l'expérience qui a été faite en 2021 par Anatole Koliné-Makosso, son gouvernement, les autres, ne s'était pas faite conformément à la loi. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on va à une autre disposition, c'est l'article 26 de la loi relative aux partis politiques qui dit clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Mais que constatons-nous au Congo? Le Parti congolais du travail ne se conforme pas à la Constitution. Et la plus grande preuve est donnée par la recommandation qu'ils ont faite lors de leur congrès de décembre 2019, où ils ont, les 2588 congressistes ont unanimement reconduit le président de la République, Denis Sassou Nguesso, comme président du comité central du Parti congolais du travail. On poursuit ce journal avec la politique. Nous sommes au deuxième jour du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail sous le signe de l'ouverture et de la revitalisation. Quelle est l'ambiance des travaux? On fait le point avec Paul Ikini. Au deuxième jour des assises ouvertes jeudi, les 1500 congressistes venus des 12 départements du Congo et de l'étranger ont suivi la lecture du message du président du comité central du PCT, Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire, en fait, président du Parti congolais du travail. Et ça, c'est grave. C'est grave. Tout en rappelant ce que j'ai déjà dit, que le président de la République a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Ce qui veut dire, quand on relit cette disposition, le président de la République du Congo ne peut pas être président d'un parti conformément à l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique, ce qui est tout à fait normal. Et je crois que cette Constitution, notamment celle d'octobre 2015, avait été faite pour faire évoluer les institutions. Et si on fait évoluer les institutions, je suppose que c'est en respectant les lois et règlements de la République. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, le Parti congolais du travail aurait dû être sanctionné. Pourquoi? Mais parce que l'article 31 de la loi sur les partis, qui a été voté par le Parti congolais du travail, mais elle est claire. En cas de violation des lois et règlements de la République ou de trouble à l'ordre public, le parti ou le groupement politique est suspendu par le ministre de l'administration du territoire et ses locaux sont fermés. Et dans le cas du Congo, posons-nous la question. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Les gouvernants disent tous les jours que la démocratie marche bien. Ils disent qu'ils respectent les lois. Comment ça se fait que jusqu'à présent, le Parti congolais du travail fait des meetings, etc., alors qu'il n'est pas en conformité avec la loi? Évidemment, ils ont été déclarés conformes à la loi par le gouvernement, par tous les gouvernements, y compris celui d'Anatole Koliné-Makosso. C'est le point de départ de ce que nous appelons la fraude et la tricherie électorale. Et je crois qu'on pourra y revenir et accorder une attention toute particulière. Donc, de ce point de vue, le gouvernement est bloqué. Il est bloqué pourquoi? Mais parce que s'il sanctionne le Parti congolais du travail, tout tombe. Ça veut dire quoi? Le Sénat tombe, le Parlement tombe, l'Assemblée nationale tombe et tout est remis à zéro. Mais puisque c'est la loi et qu'on dit que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi s'applique à tous dans toute sa rigueur, comment devrait-on faire? Est-ce que le Parti congolais du travail, à partir du moment où il est parti au pouvoir et il est revenu au pouvoir de la manière dont nous savons, considère qu'il peut s'imposer, c'est-à-dire que nous avons affaire non pas à la force du droit, mais au droit de la force. Ce que les Congolais n'acceptent pas parce que les Congolais, après les événements qu'ils ont vécus, veulent vivre en paix et ils veulent continuer. Donc voilà déjà cet aspect, mais j'indiquerai déjà à ce niveau que les Congolais ont dû être surpris quand vous prenez par exemple l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020 du ministre de l'Intérieur. Il a publié la liste des partis pour l'année 2020. Et là-dedans, curieusement, c'est le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi qui est mis en tête.
Qu'est-ce que les Congolais peuvent dire, penser des élections au Congo? Nous allons y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut penser des gouvernants et un certain nombre d'autres choses? Maintenant, la conséquence de ça, immédiate, c'est que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Le président de la République ne peut pas être le président du Parti congolais du travail. Et le président du Parti congolais du travail ne peut pas prétendre organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Et on se retrouve dans une situation de blocage. Et pour lever ce blocage, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a un citoyen qui a introduit un recours à la Cour constitutionnelle relatif justement à l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait conduit le président Denis Sassou Nguesso à la tête du Parti congolais du travail. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour trancher. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi de notifier la décision qu'elle a prise. Je crois que c'est la décision 005 DCC SVA 20 du 31 juillet 2020 au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur. Donc, vous savez que les plus hautes personnalités impliquées dans ces problèmes sont bien informées. Et depuis 2020, c'est là où je dis que le gouvernement est bloqué. C'est là où je dis que les gouvernants sont bloqués. Depuis 2020, toutes ces personnalités savent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Toutes ces personnalités savent que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Toutes ces personnalités savent que le président de la République a l'obligation et le devoir de déclarer son patrimoine. On peut citer d'autres articles, etc. Mais tout cela, rien n'est fait. Et c'est ça, le paradoxe qui nous amène à dire que franchement, c'est un problème extrêmement sérieux. Mais nous constatons là un premier élément de blocage qui fait apparaître que le pays est bloqué et les gouvernants sont impuissants et incapables de les débloquer. Parce que pour le faire, il faut qu'ils soient capables d'une certaine remise en cause. Maintenant, le deuxième aspect que je vais aborder, s'agissant toujours de cette question qui est liée au respect des lois et règlements de la République, c'est cette affaire importante, cette disposition constitutionnelle relative à l'obligation de déclaration de patrimoine lors de la prise de fonction ou à la cessation de celle-ci par tout citoyen élu ou nommé à une fonction. Figurez-vous que depuis 2002, je dis bien depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a déclaré son patrimoine. Évidemment, lorsque le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso a été nommé Premier ministre, il y a eu, je ne dirais pas ce théâtre, mais il y a eu cette expérience malheureuse, etc., mais qui a fini par faire constater clairement que cela s'est fait en violation des lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution. Et c'est dans ce cadre qu'un citoyen avait justement introduit un recours toujours à la Cour constitutionnelle pour relever que tout ce qui se faisait de façon anticonstitutionnelle. Mais le citoyen a eu raison. Depuis, on ne parle plus de déclaration de patrimoine, de sorte que tous ceux qui ont été nommés depuis pratiquement 2022, tous ceux qui ont été nommés à une autre fonction publique ne déclarent plus leur patrimoine, ce qui est un problème extrêmement important pour la transparence et pour la gouvernance. Et c'est pour ça que régulièrement, nous avons dit et relevé avec force qu'il y avait un problème de gouvernance dans le pays et que les dirigeants ne faisaient rien pour qu'on s'y conforme. Et c'est extrêmement lamentable. Maintenant, le troisième aspect que nous allons évoquer, qui est extrêmement important, c'est le changement de constitution. Et ce thème évoque des moments sombres de la vie historique et politique de notre pays. Nous avons perdu beaucoup de vies humaines, surtout beaucoup de jeunes, et nous souhaitons leur rendre un hommage. Mais pourquoi il y a eu des changements de constitution? Pierre Ngolo, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi voulez-vous changer la Constitution afin que le président Sassou Nguesso puisse solliciter un troisième mandat l'année prochaine? Je dis le problème n'est pas le problème de Denis Sassou Nguesso. Le problème, c'est le problème de la démocratie congolaise qu'il faut consolider. Et ceci appelle un changement de constitution. Malheureusement, tous ceux qui réagissent ne posent le problème que par rapport à Denis Sassou Nguesso. Mais on le redoute tant.
parce qu'il est le meilleur de tous. Mais être meilleur n'est pas une faute. Vous estimez que le président sortant est le meilleur de vos candidats pour l'année prochaine? Mais pourquoi cet acharnement, si on ne le redoutait pas, si on n'avait pas conscience de ce qu'il est le plus fort de tous ceux qui sont là? Alors, vous dites que le changement constitutionnel doit se faire par consensus, mais il manquait beaucoup de monde lors du dialogue national de Sibiti le mois dernier. Sibiti a été un grand moment de mobilisation. On avait là-bas la majorité présidentielle, l'opposition dans sa plus grande partie. Même le MCDD dont vous avez parlé, le MCDD était à Sibiti. Et on avait là-bas tous les partis du centre. Mais Pierre Ngolo, quand il manque à ce type de dialogue des personnalités comme Mathias Tzon de l'UPRN, Guy Brice Parfait-Kolela du MCDDI, Satima Biala de l'UPADS, est-ce qu'on peut parler de consensus? Je ne sais pas. Moi, je dis la chose suivante, qu'à Sibiti, il y a eu consensus. Et je dis qu'il y a quelques personnalités que vous citez, qui, de point certain temps, font preuve d'un radicalisme excessif et qui refusent toute offre de dialogue. Mais c'est pas eux l'essentiel de la classe politique congolaise. C'est pas eux. Vous parlez de M. Jean Mathias, qui est son frère, que je connais bien, que je respecte. Bon, je sais la dimension que vous lui donnez. Mais sur place, quelle est sa dimension réelle? Et on peut comme ça multiplier les exemples. Pierre Ngolo, il y a même des ministres comme Guy Brice Parfait-Kolela qui sont hostiles à ce changement de constitution, ce qui veut dire qu'au sein du gouvernement, il n'y a même pas de consensus aujourd'hui. Écoutez, c'est tout à fait normal qu'il y ait divergence d'opinion. Mais le plus important n'est pas cela. Le plus important, c'est quelle est la tendance majoritaire. Si c'est un des membres du gouvernement qui disent non, est-ce pour autant qu'on peut dire qu'il n'y a pas consensus? Mais comment pouvez-vous parler de consensus dans le pays s'il n'y a même pas de consensus dans le gouvernement? Mais est-ce que consensus veut dire unanimité absolue? Je ne pense pas. Je dis que dans le pays, il y a consensus. À preuve, nous étions à Sibiti. Et je dis à Sibiti, c'était l'essentiel de la classe politique congolaise. Il y a 10 mois, les partisans de Blaise Compaoré disaient qu'il y avait consensus au Burkina pour la réforme constitutionnelle. On a vu le résultat, la rue a fait tomber le régime. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il arrive la même chose à Brazzaville? Mais il n'y a pas de raison. Avant Sibiti, il y a eu beaucoup de contacts. Il y a eu l'étape des consultations présidentielles. Et ça n'a rien à voir avec la démarche du Burkina, ça n'a rien à voir. Au Burkina, c'était nous voulons de ceci. Et nous y allons, peu importe. Ce n'est pas la logique du Congo. Alors vous vous appuyez sur ce dialogue national de Sibiti, mais vous ne dites pas un mot sur le dialogue alternatif qui a eu lieu 2 semaines plus tard à Brazzaville et qui, au contraire, a dénoncé ce projet de changement de constitution en le qualifiant de coup d'État constitutionnel. Je pense qu'il y a là à deux de langage. Ils ont dialogué avec qui? Avec le gouvernement? Avec la majorité? Quels étaient les contradicteurs? Il s'agit là de l'opposition radicale. Ils se retrouvent entre eux, c'est un véritable monologue. Dans ce dialogue alternatif de Brazzaville, il y avait tout de même un ministre en exercice, Parfait-Kolela, un ancien ministre de la Défense, Bowao, et un de vos camarades du PCT, Okombi Salissa. Mais tout ce que vous citez là, ce sont ceux qui disent non au changement de la Constitution. Vous n'avez personne investi par le Parti congolais du travail qui était là-bas. Nous étions en bureau politique du Parti congolais du travail. C'est la question. Le camarade que vous citez, le camarade Charles Bravo, était le seul en bureau politique à avoir une opinion contraire. Que répondez-vous à ceux qui disent que la constitution actuelle, la constitution de 2002, a amené la paix au Congo et qu'en voulant changer de constitution, on va amener une crise là où il n'y en a pas? Mais la constitution du 20 janvier a amené la paix au Congo parce que jusque-là, on a la tête de la République, Denis Sassou Nguesso. Que répondez-vous à Barack Obama quand il dit que la démocratie est en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat? Bien, mais c'est une position de principe. Mais il n'y a pas de démocratie sans peuple. Les dirigeants le sont du fait de la volonté du peuple. Donc, quand Barack Obama dit « personne ne devrait être président à vie », vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais est-ce que la présidence à vie, c'est une simple volonté du dirigeant? Si d'aventure un peuple pense que le dirigeant qu'il a, c'est celui qui mérite pour l'instant, il n'y a personne pour dénier au peuple ce droit et cette prérogative. Mais quand Blaise Compaoré voulait modifier la Constitution pour rester au pouvoir, il disait lui aussi qu'il ne faisait que suivre la volonté du peuple. Mais je vous ai dit que c'est deux cas différents. Le parallélisme que vous faites entre le Burkina et le Congo procède de la non prise en compte de ce qu'il y a une vingtaine d'années, le Congo a vécu avec douleur. Vous pensez à la guerre civile de 1997? Il faut faire que demain, le Congo ne revive pas ce qu'il a déjà vécu et qui reste gravé dans la mémoire des Congolais. Pierre Ngolo, merci. À l'époque, on nous a dit beaucoup de choses.
D'autant que la Constitution du 20 janvier 2002 ne permettait pas que l'on puisse aller à ces changements de Constitution. Mais plus encore, lorsqu'on a pris le livre du président Denis Sassou Nguesso, Parler vrai pour l'Afrique, il a dit clairement, répondant à une question, que la Constitution ne prévoyait que 2 mandats présidentiels pour le président, etc. Et finalement, on a découvert la révélation faite par Jean-Louis Debré dans son livre, qui révèle que les gouvernants congolais lui avaient envoyé des émissaires pour aller le voir et lui demander qu'est-ce qu'il pouvait faire pour aider le Congo à modifier la Constitution pour permettre la conservation du pouvoir par le président Denis Sassou Nguesso. Et là, l'avis de Jean-Louis Debré a été très clair. Ce n'est pas possible si on veut respecter la loi. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a retrouvé une formule, soi-disant qu'on allait changer la Constitution pour faire évoluer les institutions. Mais j'attire l'attention des Congolais. Lorsqu'on a, soi-disant, changé la Constitution pour faire évoluer les... Non, on a créé davantage d'institutions, les conseils nationaux de la jeunesse, etc., mais qui sont budgétivores et qui montrent aujourd'hui que le Congo n'a pas la capacité financière de supporter toute cette charge. Et que faisons-nous? Que faisons-nous? Mais au-delà de ça, de cette incapacité de supporter la charge financière, et moi je suis de ceux qui pensent qu'avec courage, on devrait prendre la décision de supprimer beaucoup de ces institutions, au-delà dans le cadre de ce que l'on appellerait les mesures de réduction des trains militaires. Mais ce n'est pas tout. Il faut se référer au texte de l'Union africaine, parce que le Congo est membre de l'Union africaine. Et lorsqu'on se réfère à l'acte constitutif de l'Union africaine, mais on y condamne et on y rejette de façon claire et sévère les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et quand on se réfère à la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance, il est clairement dit que tout amendement ou toute révision des constitutions ou des institutions juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel de gouvernement et il est passible de sanctions. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les gouvernants congolais doivent se rendre compte de la réaction qu'ils ont eue eux-mêmes quand il s'est produit ce qui s'est produit au Gabon, où ils demandaient rapidement un retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi le Congo n'a jamais été capable de repartir à l'ordre constitutionnel? Et je crois que le président Mamadi Doumbouya de la Guinée nous a aidés lors de, je crois, l'une des sessions de l'Assemblée générale des Nations unies, lorsqu'il a déclaré que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour déposer un régime, que les putschistes les plus nombreux, qui ne sont pas condamnés, sont ceux-là qui tripatouillent les constitutions pour demeurer éternellement au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, les Congolais, les gouvernants congolais sont bloqués. On devrait tirer des leçons, surtout à un moment où nous venons de suivre la brillante déclaration du président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui a déclaré clairement qu'il ne se présente pas à la prochaine élection, qu'au Ghana, on ne brigue pas de 3e mandat. C'est un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Et une fois qu'on l'a accompli, on quitte le pouvoir. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Et il se réjouit de ce que le Ghana est un État moderne, un État dans lequel on respecte la Constitution, on respecte la Constitution et l'alternance démocratique. Et ça amène les gouvernants congolais ça devrait amener les gouvernants congolais à tirer les leçons, pas à penser que c'est le silence qui fait apporter les choses et qui nous fait avancer vers des horizons meilleurs. Donc voilà aussi un chantier qui fait apparaître que là aussi, les gouvernants sont bloqués. Voulons-nous, oui ou non, respecter les textes? Mais quand on parle des textes, on parle de nos textes et des textes supranationaux comme ceux de l'Union africaine. Et à mon avis, lorsqu'on découvre qu'on les a violés, il faut prendre la responsabilité de reprendre le bon chemin et de faire ce que l'on a dit et qu'on a même conseillé au niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, le point qui vient après, c'est la gouvernance électorale. C'est un point extrêmement important, d'autant que nous venons de suivre les déclarations de Robert Bourgi, qui dans son livre a déclaré que le président Gbagbo
avait gagné la dernière élection, alors que nous connaissons tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais cette déclaration n'a fait que confirmer ce que beaucoup de Congolais pensent en ce qui concerne leur pays, à savoir que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée au Congo, et que les concertations politiques organisées depuis 2009 n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Elles n'ont été faites que dans un objectif précis, c'est la gouvernance, c'est la conservation du pouvoir. Mais la conservation du pouvoir qui a mené à quel résultat? Au résultat que nous connaissons. Les vrais problèmes de la gouvernance électorale au Congo n'ont pas été résolus. Est-ce qu'au Congo, on peut parler d'une commission électorale véritablement indépendante? Non. Est-ce qu'on peut parler de la maîtrise du corps électoral? Non. Est-ce qu'on peut parler de la fiabilité des listes électorales? Non. Est-ce qu'on peut parler de la fixation des dépenses des campagnes électorales ou du plafonnement des dépenses des campagnes électorales? Non. Et pourtant, depuis des années, on parle de la prise des lois, etc. Et puis finalement, il y a un thème qui a semblé accrocher les gens, c'était de parler de la biométrie. Et on disait qu'après le 5e recensement général de la population et de l'habitation, on allait faire la biométrie. Mais malheureusement, là encore, le gouvernement est bloqué. Et il faut qu'il le sache. Parce que les résultats de ce recensement posent un certain nombre de problèmes. Et ils devraient être regardés de près. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un conseil des ministres au cours duquel on a déclaré que ça s'était fait dans la perfection totale, etc. Bien au contraire, la situation est extrêmement préoccupante. Mais pour faire la synthèse sur cette affaire de gouvernance électorale, il faut dire déjà que lorsque le gouvernement prend des textes, des arrêtés ou des décrets pour déclarer des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi, conformes à la loi, comme le Parti congolais du travail et les autres, nous sommes déjà dans le champ de la fraude et de la tricherie. Ce qui veut dire que nous avons fait un choix qui n'est véritablement pas acceptable. Donc, on ne devrait pas continuer à avancer. L'autre fait, lorsqu'on dit que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, mais il faut se référer à l'article 28 de la loi électorale qui dit que seuls les partis légalement constitués ont le droit de tenir des réunions électorales. Donc aujourd'hui, le PCT se retrouve dans une situation inconfortable où il parle de congrès, il parle du choix de la candidature. Malheureusement, ils ne sont pas du tout en conformité avec la loi. Mais l'aspect le plus grave, c'est que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et en plus, on peut ajouter le président du Parti congolais du travail ne peut nullement organiser une élection libre, démocratique et transparente. D'ailleurs, toutes les élections qui se sont passées dans ce pays depuis 2002 se sont passées dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Là encore, les gouvernants sont bloqués. Le pays est bloqué. On parle de 2026. Pourront-on avoir une élection libre, démocratique et transparente? Moi, je dirais qu'il faut commencer par faire en sorte que le Parti congolais du travail soit sanctionné. Il faut commencer par faire en sorte que le président du parti, le président de la République ne soit pas président du Parti congolais du travail. Et ça, ce sont des aspects extrêmement importants. C'est dommage que lorsqu'on a parlé de dialogue national inclusif ou des États généraux, que ce soit toujours les gouvernants, notamment les dignitaires du PCT, qui s'y sont toujours opposés. Maintenant, le point qui vient après, qui à notre avis est extrêmement important, au vu des débats que nous avons eu à propos là-dessus, c'est la coopération entre le Rwanda et le Congo. Cette situation nous a préoccupés, mais nous avons été très heureux lorsque le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a déclaré au Sénat qu'il n'y avait qu'un seul parlementaire sur les 223 qu'ils sont censés être à l'Assemblée qui soutenait le gouvernement dans cette démarche. Ce qui nous confortait dans la vision que les Congolais avaient, dans l'ensemble, de façon violente, rejeté les accords avec le Rwanda. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs questions sont restées en suspens. Les réponses n'ont pas été apportées. Parmi ces questions, il y a une qui était préoccupante. Au vu des positions défendues par le Rwanda d'un côté et le Congo d'une part sur la vente ou la cession des terres, la question qui a été posée, qui ment du Congo et du Rwanda?
parce que nécessairement, il y en avait un qui manque. La réponse n'a jamais été abordée. Il y a une autre question qui s'est posée. Sur la base de quels critères et de quelles études les sites ont été choisis rien que dans la partie sud du pays? Ça aussi, une autre question a été posée. Pourquoi avoir choisi sans appel d'offres le Rwanda, qui n'avait aucune expérience avérée en matière d'une culture dangereuse à cause de sa toxicité comme le ricin, et qui, en plus, appauvrit les sols? Et par rapport aux nombreuses questions et aux flous, les Congolais, dans leur grande majorité, ont soutenu l'idée, la thèse selon laquelle les terres congolaises ne doivent pas être utilisées pour faire obtenir les moyens financiers au Rwanda, pour entretenir la guerre au Rwanda et perpétrer les massacres des populations dans l'est de la République du Congo. Rwanda a fourni des armes, des munitions et des uniformes aux rebelles du M23 pour mener des opérations militaires sur le territoire congolais. C'est ce qu'affirment des experts des Nations Unies dans un nouveau rapport qui n'est pas encore publié, mais que nous avons pu consulter. Alors, ce rapport de plus de 200 pages documente des attaques des localités menées par le M23 dans la province du Nord Kivu. Et les experts onusiens disent avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces rwandaises en RDC. Alors ces preuves, ce sont des témoignages des habitants des localités attaquées et de la société civile sur place, mais aussi des photos prises sur place et par drone. Alors sur ces photos, on peut voir des munitions utilisées par l'armée rwandaise et récupérées par les forces armées congolaises, mais aussi des hommes portant des uniformes et du matériel connu pour être utilisé par les forces rwandaises. Le rapport documente des faits qui se sont produits entre novembre 2021 et octobre 2022. Alors c'est un rapport très attendu ici à Kinshasa car les autorités dénonçaient depuis plusieurs mois le soutien rwandais aux rebelles du M23. Des accusations qui jusque-là avaient du mal à être entendues. Des sources politiques en coulisses dénonçaient l'inaction de la communauté internationale. Désormais, le Rwanda est aussi accusé par les États-Unis et plusieurs pays européens de soutenir les rebelles du M23. Malgré tout, Kigali continue de nier et accuse à son tour Kinshasa d'instrumentaliser un conflit à des fins politiques. Et nous sommes de ceux qui ont pensé que dans ce problème, il fallait privilégier les relations de bon voisinage avec tous nos voisins immédiats, parmi lesquels la RDC, l'Angola, le Gabon, le Cameroun, la RCA et autres, et que nous tenons à véritablement avoir des relations de bon voisinage. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté, et Dieu merci, que cela s'est passé même sur la chaîne de télévision congolaise. L'arrogance avec laquelle les personnalités rwandaises, notamment le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que l'ambassadeur rwandais, s'exprimaient en voulant faire la pédagogie aux Congolais. Mais les Congolais ont réagi. Ils ont demandé au gouvernement congolais, notamment au ministre des Affaires étrangères, de tout mettre en œuvre pour déclarer l'ambassadeur du Rwanda comme persona non grata sur notre territoire national. Posons-nous la question, pourquoi ça n'a jamais été fait? Et lorsque l'on se rend compte de la position prise par les Congolais, qui a une position qui a été exprimée de façon claire, non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwandais, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Mais on est surpris de constater que le gouvernement semble bloqué, semble geler la situation en espérant que les Congolais vont oublier. Mais nous disons que sur cette question, le problème il demeure le même et nous gardons cet accord de principe. Maintenant, pour aller vers la fin au niveau de ces points, nous allons aborder un point qui est extrêmement important. C'est la révélation faite sur le complot international monté contre le Congo en évoquant un projet d'assassinat du président de la République. Et il est surprenant de constater que face à ce genre de déclaration, face à ce genre de révélation, le silence curieux des gouvernants, des acteurs politiques, de tous les partis politiques, même ceux de la majorité présidentielle. Et on trouve ça véritablement curieux. On se dit, que se passe-t-il?
On se pose d'autant plus cette question que lorsqu'il s'est posé le problème, enfin, lorsqu'on a créé le problème de Jean-Marie Michel Moukoko, mais ça n'a pas tardé. Il a été rapidement pris par les services de sécurité et nous savons ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, il est pratiquement dans sa 8e ou 9e année en prison. Tous les appels qui ont été lancés pour sa libération sont demeurés jusqu'à présent vains. Ça a été la même chose pour le ministre, à l'époque député du Parti congolais du travail, André Okombi Salissa. Ça a été aussi la même chose pour le ministre Okombi aussi en prison. Ça a été aussi la même chose. Ça s'est rapidement fait, même si on n'est pas encore arrivé au procès, pour l'ancien député Aimé Idevermoine, qui semble-t-il a été évacué en France pour des raisons de santé. Et là, que constatons-nous? Mais nous constatons que le gouvernement est bloqué. Et nous constatons et nous tenons à relever qu'il y a comme une justice à deux vitesses. Une pour les opposants, une pour les autres. Rien n'est permis aux opposants, mais tout est permis aux autres. Et l'exemple le plus frappant, c'est la liberté qui est donnée aux responsables des scandales et crimes économiques, qui même pendant cette période où les Congolais sont plongés dans la souffrance, ne sont nullement inquiétés. Et quand on demande aux autorités de prendre les dispositions pour récupérer l'argent, on constate plutôt, surtout lorsqu'on examine les projets de budget qui sont passés, que ce soit le budget 2023 pour lequel la loi de règlement a été présentée, que ce soit le budget de l'année 2024, que ce soit le projet qui est présenté pour l'année 2025. L'une des options, l'un des objectifs, c'est la protection des responsables des scandales et crimes économiques et financiers qui ont plongé les pays dans la crise. Et on se pose la question, pourquoi à ce niveau les Congolais, les gouvernants sont bloqués? Et pourtant, leur discours a été clair. On peut rappeler quelques séquences de ces discours. C'est lors de le discours d'investiture, le 14 août 2009, que le chef de l'État a déclaré qu'il ne surprend personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exemple de corruption, de fraude, de détournement de deniers publics. Et il a précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Depuis 2009, aucun gouvernement n'a été interpellé. Mais nous ajoutons, en 2016, le chef de l'État, dans son message sur l'état de la nation, a justement parlé de la rupture en ce qui concerne ce qu'il appelait la lutte contre les antivaleurs. En 2017, il est revenu en disant qu'il ne fallait pas qu'on tourne en dérision ce qu'il avait déclaré sur la lutte contre les antivaleurs. En 2018, c'est quoi? Mais c'est le bouquet. C'est le bouquet. Et c'est lui qui a déclaré que s'agissant des délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fouetté, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Là aussi, on constate que les gouvernants, sinon le Congo est bloqué. C'est l'un des pays les plus corrompus du monde, avec un indice de corruption médiocre de 22%. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo.
La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Sur le terrain, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, nous avons voulu, à travers cette thématique, essayer de faire montrer aux Congolais les différents points qui font apparaître qu'au-delà des aspects économiques, financiers, sociaux, mais tous les autres aspects de la vie, économique, politique, culturelle et sociale, sont véritablement touchés. Le Congo est un pays qui est bloqué. Le pays est bloqué à cause de la mauvaise gouvernance, des gouvernances actuelles. J'entends dire et j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'on parle de restructuration de la dette en espérant, mais ne trompez pas les Congolais. Vous savez bien, les gouvernants savent bien, que le problème de la dette a préoccupé les conférenciers de la conférence nationale souveraine. Vous savez bien comment les gouvernants qui ont suivi par la suite ont pris à bras le corps ce problème pour que nous arrivions en janvier 2010 à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvreté endettés qui a permis une réduction significative de la dette. Et je rappelle aux Congolais, au-delà des discours de Colline Makossa tenus à Paris, disant que la dette était à 91% et qu'il travaillait pour la ramener à la norme de 70% de la CEMAC. Mais les chiffres, il est démenti par les chiffres. Si je prends le chiffre de 2010, la dette congolaise était de 1 565 milliards. En 2015, elle est passée pratiquement à 3 036 milliards. Et quand nous arrivons en 2022, mais elle est de 8 149 milliards. Et quand nous prenons le chiffre en 2023, mais nous sommes à 8 497 milliards. Et nous sommes pratiquement à 100% du produit intérieur. Et quand j'entends parler de restructuration, on est toujours dans cette philosophie de sacrifier les générations futures. Après que l'on soit incapable d'indiquer aux Congolais où sont passés les 14 000 milliards. Après qu'on soit incapable de tout mettre en œuvre pour récupérer l'argent qui a été dilapidé. Donc, chers compatriotes, j'ai voulu faire apparaître que la situation du Congo est extrêmement sérieuse. Et j'ai voulu vous faire relever un certain nombre de faits extrêmement importants, comme le fait que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail, comme quoi le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et il n'est pas au-dessus de la loi, il devrait être sanctionné conformément à la loi. Comme le fait que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. Au moment où justement des voix s'élèvent ici et là pour parler du président Denis Sassou Nguesso comme président, c'est le droit de tout Congolais, mais il faut encore voir. Parce que je pense que là, les Congolais devraient réfléchir et surtout les générations futures. En ce qui concerne la Constitution, moi je suis de ceux qui pensent que dans notre Constitution, il doit y avoir une disposition qui interdit à toutes les personnalités politiques qui ne respectent pas la loi fondamentale de ne pas pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Bref, la situation du Congo, elle est extrêmement sérieuse.
j'ai voulu vous en présenter quelques revers et je pense que le faisant, j'ouvre un débat, nous ouvrons un débat et nous sommes prêts à apporter notre contribution. Donc, nous pensons avoir apporté notre contribution et espérons que ce que nous avons développé va être pris en compte par les gouvernants, va être pris en compte par les Congolais. Et je leur dis que le silence n'est pas la réponse appropriée aux problèmes qui se posent dans notre pays. Il nous faut débattre, il nous faut avancer, il nous faut trouver des solutions. Et il n'est pas normal qu'on puisse violer les lois et règlements de la République et se présenter comme des apôtres de la paix. Dès qu'on viole les lois et règlements de la République, c'est qu'on a choisi la voie de la violence. Et les Congolais ne veulent plus du tout, au vu des expériences passées, suivre la voie de la violence. Ils veulent être en paix. On ne peut pas être à la fois dans la souffrance et dans la misère et ne pas avoir la paix. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse nous garantir au moins la paix? Ce serait la demande que les Congolais formulent. Donc voilà, chers téléspectateurs, la thématique que j'ai voulu développer aujourd'hui. Mais je crois que la prochaine fois, si elle vous intéresse, je pourrais continuer encore sur d'autres aspects de la vie économique, sociale et culturelle de notre pays pour que vous en soyez édifiés. Donc, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je pense que nous serons probablement le samedi 26 octobre 2024 et que nous aurons un thème très intéressant à vous présenter. Donc, à bientôt et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.